Je m'appelle André Gentil et j'ai fait un tour du monde sur un voilier de 10 mètres en 93-94. Et je suis parti de Morlaix, je suis revenu à Morlaix, donc Morlaix c'est dans le Finistère Nord, et en passant par les caps, sous les caps de Bonne-Espérance, sous les caps Lewin en Australie, et le fin du fin pour les marins sous le Cap Horn. Voilà, c'est une aventure de 11 mois, c'est une expérience très très forte, voilà, donc je suis très fier. Alors, j'ai quelques questions à te poser en fait, et c'est des questions qu'on me pose des fois, et ça va me faire plaisir de pouvoir les poser à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre un voyage pareil? C'est le genre de question où il y a tellement de choses qui me rentrent dans la tête que c'est difficile. Je sais pas par quel bout commencer. Sinon, peut-être que... donc moi je suis né au bord de la mer, hein, mon père était pêcheur, donc très tôt j'ai appris à naviguer sur les bateaux de pêche. La voile, c'était pas un sport pour les enfants de pêcheurs, c'était plutôt destiné aux enfants de famille qui venaient des grandes villes, hein, Lyon, Marseille, Paris. Et nous, on les regardait naviguer, mais c'est tout. On passait nos vacances scolaires, enfin en ce qui me concerne, moi j'ai passé mes vacances scolaires à travailler sur le bateau de pêche de mon père, voilà, relever des casiers. Et le fait de naviguer sur un bateau à voile, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. La voile, dans ma tête, c'était, et dans ma caste sociale, c'est des grands mots, sans être des grands mots, mais ça ne m'était pas destiné. Moi, j'étais plutôt destiné au travail labeur sur la mer, c'était pas le plaisir pour moi. Et alors comment je suis venu à la voile, c'est assez tardivement. Ça c'est surprenant, ça me surprend même moi-même, parce que je suis né et j'ai grandi à 30 mètres de la Grève. C'est un paradoxe total. J'ai mis la première fois mes pieds sur un bateau à voile, c'était un petit dériveur. J'avais 20 ans, j'avais une vingtaine d'années, 20, 21 ans. Je me suis mis à lire les récits des premiers circumnavigateurs. Et je suis tombé sur un bouquin, c'est de l'authentique, ça m'émeut beaucoup quand je dis ça. Ça s'appelle Les navigateurs solitaires et autres récits de Jean Mérien. Et le mot révélation, c'est un mot usé, c'est un mot qui n'a plus de résonance. J'hésite à l'utiliser. Ça a été comme un déclic. Je me suis aperçu que on pouvait naviguer en lisant ce bouquin-là, qu'on pouvait naviguer autour du globe avec un petit budget, sur un petit bateau de 9,50 m, puisque le Lec 2 de Vito Dumas faisait 9,55 m. Et puis ces lectures-là, comment dire, ces mecs qui étaient partis autour du globe me fascinaient. J'avais 20, 22 ans, et ces mecs-là me fascinaient. Vito Dumas, partir sur la route impossible de Vito Dumas, mais ça tenait du rêve, quoi. Je me dis, ce ne sera qu'une illusion, ça restera qu'une illusion. Et je gardais ça en arrière-plan, dans ma tête, et me disais, un jour j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Mais ça me paraissait complètement impossible, surtout sur des bateaux comme ça, des petits bateaux d'une dizaine de mètres. Et puis après, évidemment, j'ai lu La Longue Route de ce grand barbu, là, cette photo que j'ai en tête, où on le voit avec son ciré jaune, une grosse houle qui lui tombe dessus, puis il est là avec son sextant. Et ça, c'est une photo vachement forte, un bonhomme tout seul au milieu de l'océan, et puis qui se dirige avec les étoiles, et qui est libre d'aller, de s'arrêter, de continuer, etc. Ça m'a scotché. Et donc, finalement, j'ai acquis qu'on pouvait naviguer à la voile sans pour autant être assimilé à quelqu'un qui a un bateau, comment dire, de propriétaire et qui fait des petits tours dans l'eau avec. Il y avait une autre dimension dans la voile qui m'a vraiment plu. Et j'avais un tempérament assez réservé, assez solitaire, et ça me correspondait bien. Naviguer tout seul, alors partir dans ces coins-là, impossible, ça me fascinait, mais ça me paraissait impossible. C'était illusoire. Mais le faire tout seul en plus, alors ça me plaisait, mais après quand je suis descendu dans le pays de l'ombre, comme le dit Titouan Lamazou, et des mers qui fument, j'étais
partagé entre l'envie d'y aller et la peur d'y aller. C'est comme ça en permanence. L'envie d'y aller, la peur d'y aller, l'appréhension, la joie, l'appréhension, la joie. Le fait de se dire, tiens, je suis au milieu de l'océan Indien, alors que j'aurais jamais imaginé que je puisse être là un jour. Et puis l'idée qui m'a toujours porté, même dans les coups durs de ma circumnavigation, je suis en route pour le Horn, quoi. Et ça m'émeut terriblement. Quoi qu'il puisse m'arriver, puisque l'océan Indien, ça a été... donc je suis rentré dans l'océan Indien en fin d'hiver austral, ce qui est loin d'être la période idéale. Je me disais que tant que mon bateau va bien, moi j'irai bien. Voilà, tant que mon bateau va bien, j'irai bien. Je veux avoir ma première tempête australe pour savoir comment le bateau va se comporter, comment moi je vais me comporter. Et donc j'ai fait une escale à Cape Town, donc j'ai mis 62 jours pour descendre à Cape Town. Comme je débarquais mes films et puis ce que j'avais écrit, je les débarquais à Cape Town et ça allait à un copain professeur qui en faisait des petits films et les diffusait aux écoles qui me suivaient. Quand j'ai quitté Cape Town, donc je suis descendu sur le 40e. Parallèle, je suis resté une semaine sur le 40e avec les tripes nouées en me disant c'est pas possible, qu'est-ce qui fait le comment dire, le diable des 40e, quand est-ce qu'il va me dévorer, quand est-ce qu'il va me bouffer. Et j'avais vraiment hâte à ma première tempête australe. Et quand elle est arrivée, j'étais pas fier parce que mon imaginaire jouait évidemment, donc je tombais dans des creux de 10-15 mètres, je partais en roulé-boulé. L'imaginaire nous ramène plein de trucs, donc c'est... En fait, quand on va dans le Grand Sud ou quand on vit d'autres expériences comme ça à haut risque, j'ai jamais été gagné par la peur panique. Par contre, j'ai appris à gérer ma peur. Et ma peur, elle a toujours été présente. Je n'ai jamais connu de peur panique. Jamais, jamais, jamais. J'avais hâte à cette première confrontation avec le mauvais temps. Une grosse dépression qui est arrivée. Et ben, j'ai fui le mauvais temps. Je me suis mis en fuite sous tourmentin de 3 mètres carrés avec un traînard à l'arrière, inspiré des navigations de Nock Johnson. Et du 40e, je me suis retrouvé 35,5. J'ai fui pendant 2 jours le mauvais temps. Et quand ça s'est calmé, j'ai fait le point et je me suis dit, bah, finalement, tu t'en es pas trop mal tiré, tu n'as pas paniqué, le bateau a tenu la route, mais ne va pas tirer sur la queue du diable, tu vas rester sur la semi tranquille, route préconisée par Vito Dumas et par Moitessier, c'est-à-dire entre 37 et 39. Tu te fais l'océan Indien entre 37 et 39, à la limite des 40e, mais tu vas pas mettre ton doigt dans le trou du cul du diable. Alors le Cap Horn en lui, le Cap Horn en soi, c'est juste qu'un caillou, hein, je vois maintenant qu'on passe le Cap Horn en canoë-kayak, en planche à voile, D'ailleurs, un jour, j'avais entendu un animateur de télé qui devait chevaucher, j'avais vu ça, ça m'avait retourné carrément, j'avais chevauché les vagues du Cap Horn en jet ski. C'est la mort du mythe, quoi. Pour moi, c'est totalement inacceptable. On peut pas jouer, on peut pas... Je sais pas, j'ai pas les mots qu'il faut, mais on peut pas toucher à ça, c'est trop... c'est pas le passage du Cap Horn en soi, le mille marin qu'on fait pour passer le caillou, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est toute l'approche du Horn, c'est-à-dire rentrer dans l'océan Indien à la mauvaise période pour être dans le Pacifique à la bonne période, c'est-à-dire en décembre, janvier, février, en priant pour qu'il n'y ait pas de tempêtes, de violentes tempêtes, mais des tempêtes acceptables. J'ai été mal accueilli quand je suis rentré dans le Pacifique, vraiment avec... du gros mauvais temps. La mer n'était pas formée, mais j'ai pas d'anémomètre à bord parce que je voulais pas avoir ce truc là qui bloque à 50 nœuds, ça sert à rien. Et comment dire, mais je pense que j'ai eu des grains à 70-80 nœuds, qu'une nuit quand je suis allé affaler ma trinquette pour mettre le tourmentin, j'ai eu le temps d'affaler ma trinquette, je me suis mis à la barre et je partais au loft dans les grains, c'est-à-dire que c'était comme si j'étais sous spi, alors que ma grand voile était sur la baume saucissonnée, mon génois était enroulé, j'avais plus de voile, j'avais que la force du vent sur le gréement, et moi je remontais dans le vent comme ça. Et je pense que j'ai pu faire des surfs
je sais pas, 12, 13, 14, 15 nœuds, avec la quille de Romanet qui fait 1,60 m. On n'est pas sur un 60 pieds, 4,50 m. Hein. Et la quille de mon Romanet. Et après cette tempête violente, mais qui ne s'est pas installée, ça a duré que 6 heures, ça a passé après. Là, c'est là où je me suis abîmé le bras. Je sortais de ce souci de colique néphrétique. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand je vais piquer de 45 à 57 sur ce que les navigateurs qui naviguaient sur les clippers appelaient la peau du diable, entre 45 et 57, des tempêtes comme ça, il est impossible que je n'en ramasse pas au moins une sur les 20 jours que va compter ma descente au Horn et ma remontée au-dessus des Malouines. C'est comme si, dans ma tête c'était comme ça, c'est comme si je devais jouer tous les matins au poker et sortir 4 as, 4 jeux gagnants tous les matins. Et la logique, c'était impossible. J'allais à un moment ou à un autre me faire ramasser, partir en roulé-boulé, au mieux, avec mon gréement de fortune, avec mes 2 tangons que j'avais préparés, je pouvais faire du nord pour remonter sur le Chili, mais je me voyais mal arriver au Chili, le moral dans les bottes, et puis j'avais plus d'argent en poche. Il fallait que ça passe, quoi. C'était mon leitmotiv. Faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe. Quand le mauvais temps, quand le baromètre se cassait la figure de 15 divisions en 12 heures, et ben il faut que ça passe, et ça devenait vraiment faut que ça passe, faut que ça passe. Et puis quand comme le temps était plus clément, ben, je me décontractais. Mais il y a toujours au fond de moi une peur, comment dire, un grand bout d'appréhension. Voilà, moi j'ai appris à vivre avec ma peur et à la gérer pour qu'elle ne m'envahisse pas complètement. Et donc, arrivé au Horn, pour moi, je rêvais de prendre la photo. J'en pleure encore 20 ans après de n'avoir pas pu faire cette photo où je passe d'abord entre la Terre de Feu, dans le passage de Drake, entre la Terre de Feu et puis Diego Ramirez, et puis je viens chercher le Horn. Mais ça faisait une semaine que j'avais du mauvais temps, un gros mauvais temps. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 7, 8. On sortait plus faire des photos dans le mauvais temps. Parce que moi j'avais peur que ce soit vécu comme une provocation. J'allais plus filmer non plus. Mais si tu vas filmer, ils vont te démolir là-haut. On rentre dans une dimension un peu folle, un peu... Et donc, le Horn, pour moi, c'était prendre le maximum de sécurité et faire du nord, 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 et faire du nord pour me mettre à l'abri. Quand j'étais en bas, là, quand je descendais donc de 45 à 57, et que je me disais que il y avait de fortes chances que je me fasse ramasser par du gros mauvais temps et j'étais pas trop sûr de passer au travers. Je dialoguais donc avec les dieux que je m'inventais, hein, les dieux à la Ulysse, Zeus, Éole, etc. Et je leur parlais et ça me paraissait tellement improbable que de réussir à passer le Horn sur un petit bateau de 10 mètres, que si je réussissais, j'allais le payer. C'est de très judéo-chrétien comme réflexion. Si je réussissais à passer le caillou en bas, le diamant noir, je le paierais par une longue maladie. Et donc, quelques années plus tard, donc en 2006, quand j'ai eu un cancer du poumon, c'est pas très gai ce que je dis, je me suis dit, ça y est, c'est normal. On m'a laissé passer en bas, les dieux m'ont laissé passer en bas, mais j'ai mon cancer. Quand j'ai eu ce gros souci au poumon, qu'on m'a enlevé les 2 lobes supérieurs du poumon droit, je me suis dit, c'est un juste retour des choses. Ce qui est une logique et pas logique, je ne sais pas trop comment dire ça, parce que je suis toujours en vie et tout va bien, mais c'est pour donner une impression de l'état d'esprit dans lequel j'étais, quoi. J'étais, mais vraiment
tellement petit et tellement à la merci de la nature qui pouvait me retourner comme une crêpe, me bouffer, m'engloutir, que j'étais là à me demander, mais si on me laisse passer, si la nature qui est tellement forte, tellement puissante, si elle me laisse passer, c'est obligé que je vais payer la note, voilà. Aujourd'hui, quand tu vois un Vendée Globe, parce que c'est une référence qu'on peut avoir sur une course autour du monde, mais on parle d'une course en solitaire et sans escale et sans assistance, mais j'ai l'impression qu'on est très loin de cette façon de penser que tu pouvais avoir ou que je pouvais avoir, où quand tu partais ou quand tu préparais ton bateau, tu étais seul en fait tout le temps. Je cale parce que j'essaie de trouver le mot précis. Il y a une énorme différence, je ne sais pas si c'est le mot, on va dire différence entre cette aventure qu'on vit tout seul et puis la configuration course où on part si on part du Vendée Globe, mettons, ils partent à une dizaine, une douzaine de bateaux et on sait qu'on peut tirer sur notre bateau, on peut le pousser, on peut aller à la limite de la casse quand c'est jouable, parce que dans notre tête, on sait que quoi qu'il arrive, il y a la structure course qui viendra nous récupérer vite fait, puisque les pays sous lesquels on va passer sont prévenus etc. et ont des moyens performants pour venir nous récupérer en cas de casse et en cas de naufrage, etc. Et il y a aussi des petits copains, donc si je suis devant et qu'il y en a 10 derrière moi, je peux tirer sur mon camion, sur mon bateau, parce que si je pète, il y en a un qui viendra me récupérer. Comme c'est devenu une course médiatique, comme c'est une course médiatique, celui qui viendra me récupérer, de toute manière, aura droit aux éloges des médias parce qu'il aura le statut du sauveur. On a connu ça dans un des Vendée Globe. Je ne sais plus lequel d'ailleurs. Mais pour moi, cette course, quand même, le Vendée Globe, c'est les mecs qui s'engagent là-dedans, excellent en navigation, excellent en météo, comment dire, excellent communicant. Et j'oublie le truc, c'est vraiment des mecs complets. J'ai beaucoup d'admiration pour ces mecs-là. Ça ne m'empêche pas d'avoir la nostalgie des courses d'antan. J'ai cette nostalgie-là. Et je pense que je ne suis pas le seul où les mecs partaient. Le Golden Globe, la première course autour du monde, où partent Nock Johnson, Shea Bly, Loïc Fougeron, Bernard Moitessier, où les mecs partent et puis il n'y a pas de radio, c'est une coque, un gréement, un sextant. Alors ça c'est dans un style vachement épuré, et puis ils partent à l'aventure sous bonne espérance. Il y en a un qui a réussi à balancer un message à un pêcheur en disant donnez ma position au Loïs, je suis en route pour le Horn, tout va bien. Et après, pendant 4 mois, on n'avait pas de nouvelles. Le mec, il était parti, il n'était plus dans le monde des vivants. Et on ne savait pas s'il allait revenir. Alors, il y avait un pétrolier qui rentrait au Havre, et puis le chef de quart, qui était un breton, avait cru l'apercevoir, mais il n'était pas sûr. Alors ça en remettait dans le mystère. Et ça avait de la gueule, monsieur, ça avait vraiment de la gueule. Donc c'est inconscient de faire une chose pareille, de partir comme ça autour du monde sur un petit bateau, c'est de la folie. Ça sert à quoi en plus? Alors ça sert à rien, ça rapporte rien que des dettes. Moi je me suis endetté pour 10 ans, ouais, j'ai mis plus de 10 ans à payer mes dettes. C'est très curieux comme question, parce que ouais, financièrement ça rapporte rien. Est-ce qu'on est inconscient? Alors c'est des risques calculés quand même, parce que même si mon bateau était petit, c'était un coffre-fort absolu. Il était prévu pour qu'il retourne, qu'il se tourne et se retourne dans tous les sens et qu'il revienne sur sa quille. J'avais un gréement de fortune
si mon mât cassait. Et puis, il y avait ces affreux, là, les Damiens, comment dire, Jérôme Poncet dit que c'est la faute à Gérard Janichon, parce que Gérard Janichon a écrit des bouquins, le salaud, et ces bouquins-là ont donné envie à des fous furieux comme moi, comme Kalita et comme d'autres, d'aller visiter pour voir comment c'est en vrai le pays de l'ombre et les mers qui fument. Il fallait que j'aille voir, j'avais 40 ans quand je me suis élancé autour du monde. C'est l'âge aussi où tu as envie de construire ta propre entreprise. J'étais dans le monde du travail, j'avais des copains qui faisaient des formations pour être directeur, pour être chef de service. Et moi, c'est pas des valeurs qui me branchaient. S'il y avait quelque chose qui me branchait, je voulais bien être chef de service, mais dans les mers du Sud ou dans les 40e qui rugissent. Ce sont mes valeurs à moi. Il y avait une grande ambition là-dedans, quand même, il ne faut pas se cacher. L'envie de se dépasser, l'envie surtout, non, l'envie peut-être à égal avec les autres envies de me confronter avec mes héros. Le côté combat perdu d'avance, alors ça me fait... Le combat, c'est pas la peine qu'il aille, il va mourir, quoi. Et il y va et il réussit, alors là, ça c'est la victoire absolue, quoi. Et revenir de l'enfer, entre guillemets, sur une petite coquille de noix, c'est... je sais pas, je lis beaucoup. D'abord, je discute avec les mecs qui ont vécu les mêmes aventures que moi, donc ils sont partis. Je crois que Kalita, lui, est parti, il n'avait pas de radio, donc... Si, il avait une radio, et il n'avait pas de balise, qui sont partis à l'ancienne, comme ça, sur la route des pionniers, des premiers circumnavigateurs. Enfin, moi, quand je te vois, je sais ce que tu as gagné, parce que quand tu parles, là... J'ai des étoiles dans les yeux, je sais voilà, pas comment dire. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai gagné, ouais, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai monté un projet, je l'ai fait vivre, parce qu'il y a 1600 scolaires qui me suivaient. J'ai vécu les 40e rougissants et les 50e hurlants en réel, à bout portant, hein, vraiment en plein dans la gueule, à avoir vraiment la trouille de est-ce que tu vas passer le quart d'heure qui suit, c'est pas sûr. Est-ce que tu vas passer la nuit qui suit, c'est pas sûr. Le plus insupportable pour moi, c'était d'imposer ma disparition à mes proches. Ça, venant... Je ne sais pas si c'est venant d'un milieu de la pêche où c'est important pour nous de récupérer les corps. Voilà, je ne vais pas pleurer là, mais je suis très ému. Quand quelqu'un de la pêche, part, c'est important pour la famille de trouver les corps. Parce qu'imaginer qu'il va être là en Manche, en mer d'Irlande, à tourner virer avec les courants, c'est insupportable. Parce que si on retrouve le corps, si on le met en terre, à Ouessant, à Saint ou ailleurs, c'est bien. Et imaginez que je pouvais imposer ça à mes proches, ça c'était redoutable. Ma propre mort que j'imaginais, parce qu'on est confronté à ça, je l'imaginais rapide dans le Grand Sud, mais elle était moins problématique que ce que je pouvais imposer à mes proches. Ça m'était insupportable, mais insupportable. À m'écouter, ça fait un peu une succession de moments compliqués. Mais en fait, il y a des moments où on est quand même le roi du monde, quoi. Quand tu es tout seul au milieu de l'océan Indien et que la nuit, tu as été rudement secoué et que ça y est, les nerfs tombent, tu te sens complètement vidé et c'est une espèce de fatigue ouatée et que tu déboules avec ton bateau de 10 mètres entouré d'albatros en plein milieu de l'océan Indien ou du Pacifique Sud, t'es le roi du monde, quoi. Ça, c'est des moments... ah ouais, c'est des moments d'une force absolue. Un jour, ça m'est arrivé, ça, ce que tu dis, où vraiment, là, après un gros coup de vent toute la nuit, à être un petit peu à la barre, sans y être en permanence, mais toujours des petits coups de barre pour aider le régulateur et tout. Et puis le matin, t'es là, il y a le soleil qui est en train de se lever, t'as de la grande houle, il y a le soleil qui apparaît, c'est le luxe absolu. Et tu déroules le génois. En déroulant le génois, tu sais que c'est fini. Là, le mauvais temps est fini. Et le bateau, il commence à accélérer. Et là, oh, putain, ça explose. C'est à l'intérieur. Tu te dis mieux que moi. Ouais. C'est boum. Et tu te rends compte. Alors moi, c'est la sensation que j'ai eue. Tu sais que tu fais partie de tout ça. Et c'est merveilleux. Ah oui, et des fois... On m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce que
autant de misère que vous avez vécu autour du monde, quels ont été les bons moments? Et tu vois, j'ai essayé d'exprimer, peut-être pas comme aujourd'hui, parce qu'il m'a fallu plus de temps pour trouver ces mots-là. Mais ce moment-là, il a duré qu'un flash, mais c'était il y a 20 ans, et je le vis toujours aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était plus qu'un flash, c'était un flash qui permet une continuité dans toute la vie qui suit derrière. Il y a des moments ouais, où on est dans le luxe absolu, ouais, ouais. Fin de gros mauvais temps, le ciel qui s'ouvre, la mer qui devient étincelante et on remet de la toile et on est passé au travers de quelque chose auquel qui aurait dû nous clouer au sol. Et voilà, c'est un combat de plus qu'on a gagné, donc ah ouais, ça c'est difficile de trouver les mots justes. Moi, quand je suis arrivé à Brest, t'étais là. Ouais, c'était vachement sympa. On se connaissait pas, mais non. T'étais là. T'étais là, je sais que tu savais ce que j'avais fait. Moi, je savais ce que tu avais fait. C'était un moment qui était bien. Et je vois des images de moi, Tessier, qui arrive à Papeete. Et c'est très bizarre. Non, mais c'est très bizarre parce que je pense que les gens ils voient la chose en se disant oh, c'est super, ils retrouvent le monde. Et moi, je me dis qu'est-ce qu'il a dû être seul à ce moment-là, quand il a pris contact avec la Terre. Je me dis quel moment de solitude il a dû ressentir à cet instant-là. Tu vois, où il reprend contact avec les hommes, et en fait, il n'y a personne qui peut le comprendre. Il y a une dimension, Alain, sur une dimension, comment dire, dans ces moments-là, dans des mers impossibles, quand même, sur la peau du diable, avec un petit bateau de 10 mètres, où effectivement tu peux être pris pour un inconscient, mais d'autres l'ont fait avant toi, et comment dire, enfin moi je me rassurais en disant que Vito Dumas l'a fait, pas de régulateur d'allure, pas de pilote électrique, donc 18 à 20 heures de bar, 4 heures de sommeil. Pour moi, en situation, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ça qui... C'est incroyable. C'est ça et moi j'étais dans le luxe, j'avais un régulateur d'allure. Pestel avait un régulateur d'allure. Knox avait pété le sien sur l'Australie, il a continué bar à marée. C'est des fous furieux. C'est ça qui... moi, quand je faisais mon tour aussi, je me disais toujours, en fait, c'est dur, mais j'ai l'exemple de ceux qui l'ont fait avant. Donc, comme tu dis, si les autres l'ont fait, c'est qu'il y a une possibilité que tu réussisses de le faire. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de respect pour les premiers. Pareil. Parce qu'ils n'avaient pas d'exemple avant eux. Pareil. Il a fallu qu'ils tracent le sentier. Je pense que j'ai gagné en confiance en moi, parce que il y avait un projet, il y avait une entreprise, c'était un petit peu à 40 ans, qu'as-tu fait de ton talent, faire un tour du monde, oui, mais pourquoi pas, oui, t'es cap, t'es pas cap, c'est compliqué. Donc je me suis fait la preuve que j'étais capable de monter ma propre entreprise, comme d'autres montrent une entreprise de fabrication de panneaux solaires ou autre, donc j'étais capable de faire ça. J'étais capable d'envoyer des gens, des écoliers autour de moi. Je me suis prouvé, c'est pas le mot. J'ai réussi, donc je suis content. Je sais pas que dire d'autre. J'ai pas les mots qu'il faut pour. Alors, est-ce que je suis meilleur qu'avant? Est-ce que je suis moins bon qu'avant? Je sais pas. Ça valait le coup? Ah, ça valait alors hyper le coup. Ah, mais non, là, c'est même pas... Ça se discute pas, mais pas une demi-seconde. Mais pas une demi-seconde.